Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2788 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 30 janvier avec des anniversaires et tout d'abord celui du légendaire Juninho. Il fête aujourd'hui ses 49 ans, cet ancien joueur de Lyon. Il est considéré peut-être comme le plus grand tireur de coups francs de l'histoire du football. Bon anniversaire à lui. Il y a également Dimitar Berbatov, il fête aujourd'hui ses 43 ans. Cet ancien attaquant par exemple de Manchester United ou par exemple de Monaco, ex-attaquant bulgare. Donc bon anniversaire à lui également. Et les joueurs en activité qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, par exemple Marcos Llorente, le joueur espagnol de l'Atlético fête aujourd'hui ses 29 ans, ou par exemple Curtis Jones, un jeune joueur anglais de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et on va parler bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on commence avec ce choc, pour moi c'était la plus belle affiche, des 8 rencontres, les 8 huitièmes de finale, pour moi c'était le choc. Donc Sénégal contre la Côte d'Ivoire, donc score final 1 partout, donc au bout des 90 minutes de jeu, du coup prolongation, il n'y a pas eu de trop de buts et du coup ça s'est joué au tir au but et c'est la Côte d'Ivoire qui a été meilleure que le Sénégal lors de cette séance de tir au but. Il y a eu seulement un échec à côté sénégalais. Côté ivoirien, ils ont tout marqué leur but et du coup, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. Le Sénégal éliminé de cette CAN dès les huitièmes de finale, alors quand même qu'ils avaient performé en match de poule avec 3 matchs, 3 victoires. C'est fini pour le Sénégal. Donc les statistiques de la partie, donc la possession était plutôt côté ivoirienne. Les tirs cadrés, Côte d'Ivoire 4, le Sénégal 3. Ça a été quand même très serré, bien sûr, cette rencontre. Et du coup, voilà, ça a dû se départager au tir au but. Et je dis, c'est la Côte d'Ivoire qui a été meilleure que le Sénégal lors de cette séance. Et du coup, c'est officiel. La Côte d'Ivoire se qualifie en quart de finale. C'est fou, parce qu'il y a encore, je sais pas, c'était il y a quand le match, il y a 5-6 jours, ils avaient pris un 4-0 contre la Guinée équatoriale. Cette équipe de la Côte d'Ivoire qui s'était sauvée in extremis, parce que c'était grâce au Maroc qui avait battu la Zambie et du coup ils avaient fini parmi les meilleurs troisièmes. Et ils éliminent quand même ils éliminent une équipe qui a fini première de sa poule, c'est fou. Donc voilà, le football un sport où le pire troisième de phase de poule élimine la meilleure équipe de cette même phase, avec 3 victoires en 3 matchs. C'est fini pour le Sénégal alors que la Côte d'Ivoire continue son parcours, le miracle des éléphants. C'est vrai que, parce que pour moi c'est un miracle total, ce qui s'est passé déjà un peu hier, mais surtout sur la compète, avec quand même 2 défaites sur leurs 3 matchs de poule. Ils arrivent quand même à se hisser en huitième et à se qualifier pour les quarts de finale. Et pourquoi pas aller au bout? N'oubliez pas que c'est chez eux, c'est en Côte d'Ivoire et bien sûr ils ont le soutien du public pour aller le plus loin possible, plus loin dans cette compétition. Donc voilà la séance des tirs au but, donc que du vert en gros, que des buts marqués, il y a eu seulement une croix, donc voilà, c'est-à-dire un échec côté sénégalais. Donc 2 équipes à chaque séance de tir au but. On peut voir bien sûr la joie des Ivoiriens, la détresse des joueurs sénégalais après cette séance de tir au but, on peut dire manqué, ils ont loupé seulement un penalty, mais bon, la Côte d'Ivoire a marqué tous ses tirs au but. Donc voilà quelques photos de joie des joueurs bien sûr ivoiriens. Et Franck Kessié, les gars, donc lui déjà, parce que dans le match, c'est vrai que j'ai oublié de dire, Habib Diallo a été buteur côté sénégalais au bout de 4 minutes de jeu. Ils ont égalisé à la 86e minute de jeu, sinon le Sénégal, les gars, aurait été qualifié au bout des 90 minutes. Et c'est Franck Kessié qui a marqué sur penalty. Donc lui il a marqué dans le jeu sur penalty aussi lors de la séance de tir au but. Il a également pris ses responsabilités, donc un match de patron tout simplement de Franck Kessié. Quand tu sors d'un match où tu te fais tabasser devant ton public, donc là il revient sur le match contre la Guinée équatoriale, le 4-0, dans le stade qui porte le nom du président, c'est là qu'on a senti cette humiliation. C'est comme si on était les vendus de la nation. Après le match du Maroc, on a été repêché. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre, comme on dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Les critiques c'est normal, je fais partie des anciens, je dois recevoir les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes, donc je les accepte pour nous permettre de travailler et d'aller le plus loin possible. C'est qu'elle a été beaucoup critiquée, cette sélection ivoirienne après la claque, je dis cette humiliation quand même 4-0, les journaux, la presse le lendemain c'était humiliation sur toutes les unes, puis là voilà, ils sont quand même en quart de finale, donc voilà, c'est vrai qu'ils n'avaient plus rien à perdre, ils se sont sauvés in extremis grâce, je le répète quand même, au Maroc, et voilà, donc là maintenant, voilà, comme je vous ai dit, maintenant ils sont en quart de finale. Le meilleur joueur du match, les gars, c'est Jean-Michel Seri, est élu homme du match, c'est tellement mérité, il a été incroyable lors de la rencontre. Quel abattage au milieu de terrain, la Côte d'Ivoire tient quelque chose, bon on le savait déjà bien sûr que c'est un très bon joueur bien sûr, ce joueur Jean-Michel Seri, et les supporters ivoiriens remercient le Maroc pour avoir permis aux éléphants de participer à la suite de la compétition. À la fin du match, ils faisaient un petit chant pour soutenir le Maroc en gros, parce que c'est grâce, comme j'ai dit, au Maroc quand même, qu'ils ont accédé au 8e de finale. Côté sénégalais, donc le Sénégal qui était pour moi là
l'équipe, je pensais qu'elle allait au bout, ben voilà, ils échouent dès les huitièmes de finale. C'est comme une déception, si on fait le bilan. Pourtant, ça a été bon en phase de poule, mais voilà, dès le premier match élimination directe, éliminé pour le Sénégal. Et officiel, le Sénégal, tenant du titre, se fait éliminer en huitième de finale. Et j'en avais parlé il y a quelques jours, j'avais dit qu'il y avait une malédiction par rapport à l'équipe qui gagnait la CAN. Donc la CAN d'après, elle n'arrivait pas à se qualifier pour les quarts. Ça continue les gars. Pour la 7e édition consécutive, le vainqueur sortant de la CAN n'atteint pas le stade des quarts de finale. Donc ça a été le cas pour l'Algérie. Lors de la dernière compétition, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Zambie, Égypte. On peut voir non qualifié, éliminé en groupe, éliminé en huitième. Là pour la Sénégal, c'est éliminé en huitième. Les 7 derniers vainqueurs n'ont pas réussi à se qualifier en quart de finale pour l'édition d'après. Voilà, c'est quand même très dur, bien sûr, de faire back-to-back, au moins d'aller en quart, on peut dire, deux saisons d'affilée, enfin 2 CAN, vous m'avez compris, d'affilée. Les larmes du jeune Lamine Camara, paralysé pour rentrer au vestiaire après l'élimination. Cheikhou Kouyaté doit le porter pour le ramener. Donc cette photo, bon, je sais pas si vous voyez, c'est un peu au milieu, c'est Kouyaté les gars, et il porte Lamine Camara, le jeune joueur, un jeune joueur de Metz, mais jeune joueur sénégalais. Regardez, il l'a pris dans ses bras parce qu'il n'arrivait plus du tout à marcher. Il était tellement déçu, dégoûté. Il est tout jeune, bien sûr, il va en rejouer des Coupes d'Afrique des Nations, mais pour lui, voilà, c'était très cruel, ça a été très dur, bien sûr, d'accepter cette élimination. Donc il n'arrivait même plus à marcher, et c'est son collègue qui l'a ramené au vestiaire. Donc voilà, des images fortes de la rencontre hier. Et du coup, les joueurs vont retourner en club, et l'OM du coup va retrouver ses internationaux sénégalais, donc Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, vont retourner du côté de l'OM. Et sinon, tous ces joueurs-là, sénégalais, vont faire leur retour en France, parce qu'il n'y a pas que des joueurs à Marseille, il y a des joueurs du côté de Monaco, à Metz, à Clermont, à Lorient, à Troyes, je sais pas, à Lens, voilà, tous ces joueurs vont retourner en club, là, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas quand, mais voilà, c'est fini bien sûr pour ces joueurs. Malheureusement pour le Sénégal, on va parler de Sadio Mané, parce que Mané a encore répondu présent, la légende Sadio Mané décisive à chaque rencontre du Sénégal lors de cette CAN. Donc on peut voir qu'il a fait 3 passes D et un but sur cette compétition hier contre la Côte d'Ivoire au bout de 4 minutes de jeu. C'est lui qui fait le centre pour le but d'Habib Diallo. Donc il a fait une belle canne. Bon après Sadio Mané, hier il n'aurait pas dû finir le match. On est tous d'accord. J'ai même fait un TikTok où même des supporters sénégalais disaient que oui, il aurait dû prendre un rouge et même pas finir le match. Vous auriez sifflé carton rouge pour ce tacle de Sadio Mané sur Ibrahim Sangaré, mais bien sûr 100 fois il y avait carton rouge. L'arbitre, on ne sait pas pourquoi il n'a pas mis rouge. Bon, tant mieux pour Mané. Mais voilà, c'est une grosse semelle. Et là, bon, j'ai l'impression ça va mollo. Non, vraiment, c'est quand vous voyez la vidéo, vraiment, il y va de main morte, on peut dire. Donc, c'est rouge total, bien sûr. Donc, regardez sur QFoot, un sondage, 53 000 votes. Oui ou non, 85%, mais oui. Et il n'a pas pris carton rouge. C'est au bout de 9 minutes de jeu. Il a pris un jaune sur ça. Par exemple, il aurait pris carton rouge. Ça a été compliqué, bien sûr, pour le Sénégal. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est quand même qualifié. Mais imaginez, les gars, le Sénégal aurait gagné 1-0 et Mané n'aurait pas été exclu. Ça aurait beaucoup fait parler aujourd'hui. Donc voilà. Peut-être qu'il n'a pas pris un rouge parce que tout simplement, il s'appelle Sadio Mané. Puis peut-être l'arbitre n'a pas osé tout simplement lui mettre ce carton rouge qu'il aurait mérité. Parce que là, bien sûr, il y a rouge. Il y a rouge, tout simplement. Ibrahim Sangaré, celui qui a pris le tacle. Donc heureusement, il n'a pas été blessé. Heureusement, parce que il aurait pu lui casser le tibia. Heureusement qu'il y avait le protège tibia. Bref, donc à la fin de la rencontre, il est allé réconforter Moussa Niakhaté après la rencontre, parce que Moussa Niakhaté, c'est simple. Donc il était inconsolable après ce coup de sifflet final. Synonyme d'élimination pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que le défenseur du Sénégal a manqué le seul tir au but des siens. J'ai dit, tout le monde a marqué à part Moussa Niakhaté. C'est pour ça qu'à la fin du match, Sangaré est parti le réconforter, parce que bien sûr il devait être très déçu, parce que c'est le seul à avoir loupé bien sûr son tir au but, mais bon là c'est le football, c'est comme ça bien sûr, donc ça a souri une équipe et ça a été malheureux, on peut dire, pour l'autre équipe. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire sur ce Côte d'Ivoire-Sénégal. Donc fini pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire continue son parcours. Il y avait aussi une autre rencontre hier, c'était entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Donc ça s'est fini au bout de 90 minutes de jeu, pas besoin d'avoir des tirs au but de prolongation. Et c'est le Cap-Vert grâce à Mendes, 87e minute de jeu. Il a marqué un but sur penalty et ça suffit pour se qualifier pour les quarts de finale pour le Cap-Vert. Bon après ils ont dominé dans le match, 18 tirs, 4 tirs cadrés, ils ont mis un but sur penalty. La Mauritanie a eu aussi des frappes, 11 tirs mais 0 tir cadré. Et du coup le Cap-Vert se qualifie pour les quarts de finale, donc Cap-Vert, les quarts. Et c'est vrai que c'est une équipe, déjà voilà je vais vous montrer ça, ils ont été plutôt bons déjà en phase de poule, ils avaient fait 2 victoires, ils avaient même fini devant le Ghana et l'Égypte, 2 victoires à nul, puis là ils continuent. Donc voilà, c'est une équipe peut-être pas favorite mais outsider, qui peut pourquoi pas aller chercher une place en finale, gagner même la compète, c'est totalement réaliste.
réalisable quand tu arrives en quart. L'objectif, bien sûr, maintenant, c'est d'aller au bout. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est lui, c'est Jamiro Montero qui a été élu homme du match de ce Cap-Vert Mauritanie. Donc voilà, parce qu'il a été énorme, tout simplement. Donc félicitations à cette équipe qui se qualifie, bien sûr, pour les quarts. Du coup, le tableau final commence à se remplir, il reste plus que deux matchs, donc les deux matchs, deux matchs aujourd'hui. Tout d'abord Mali, Burkina Faso, c'est à 18h, et le Maroc contre l'Afrique du Sud, c'est ce soir à 21h. Et donc parmi ces équipes-là, qui gagnera cette CAN le 11 février prochain, dans une dizaine de jours. Donc on ne sait pas, c'est vrai qu'il y a des équipes, la Côte d'Ivoire, après... ils sont revenus quasiment, ils étaient au fond du trou, ils sont revenus, mais c'est chez eux, ils peuvent aller au bout. Le Maroc peut aller aussi bien sûr au bout. Il y a des belles équipes, on verra bien évidemment cette fin de compétition. Toujours avec la CAN les gars, parce que j'ai d'autres infos concernant le match Maroc-Afrique du Sud. Côté marocain, c'est comme un coup dur, parce que c'est officiel. Walid Regragui annonce le forfait pour blessure de Sofiane Bouffal pour le reste de la CAN. C'est comme un titulaire indiscutable du côté du Maroc. Il est forfait déjà pour le match de ce soir et même pour les prochains matchs, même si le Maroc va jusqu'en finale, il ne sera pas disponible. En gros, il a une blessure musculaire, donc ça ne sera pas rétabli en une dizaine de jours. Il lui faut au moins un mois de rétablissement. Donc gros coup dur, mais bon, il va rester bien sûr avec ses collègues pour soutenir bien sûr le Maroc, mais il ne pourra pas jouer les prochaines rencontres. Enfin, déjà la rencontre ce soir et peut-être les prochains matchs. Il y a bien sûr la qualification officielle également. Donc la Fédération de la République démocratique du Congo manifeste son mécontentement suite à l'annulation de la suspension de 2 matchs fermes pour Walid Regragui. On avait parlé d'un Walid Regragui qui avait 2 matchs fermes et du coup il a pris, ça a été réduit à un match ferme. Du coup il sera sur le banc ce soir lors du match Maroc-Afrique du Sud. Et du côté de la RDC, ça passe pas. La fédération prévoit de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Ils ont mis ce message, ils ne comprennent pas pourquoi la CAF a réduit, j'ai dit, la suspension de 2 matchs à un match à Walid Regragui, qui sera du coup sur le banc des Marocains ce soir pour la rencontre. Donc voilà tout ce qu'il va dire sur la CAN. On parlera bien sûr de demain des autres matchs, les matchs qui ont lieu aujourd'hui. On continue avec de la Coupe d'Asie, bien sûr aussi. Et on commence tout d'abord avec le Qatar contre la Palestine. Et c'est le Qatar qui s'impose. N'oubliez pas que cette compète se déroule au Qatar. Et le Qatar s'impose 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale. Donc la Palestine, c'est fini. Bon, après, c'est quand même historique pour eux, parce que c'était la première fois qu'ils se qualifiaient déjà pour les huitièmes. Donc c'est déjà, bien sûr, une Coupe d'Asie réussie. Mais le Qatar continue, bien sûr, son chemin. On peut voir les statistiques. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, peut-être le Qatar a le plus de possession. Mais les tirs cadrés ont été plutôt côté Palestine, mais bon, c'est bien le Qatar qui s'impose 2-1. Il y avait aussi un autre match entre l'Irak et la Jordanie, et un match fou, donc un match totalement fou. Donc il y avait 2-1 pour l'Irak à la 94e minute de jeu. J'ai dit 94e minute de jeu, et le match a été gagné par la Jordanie. Pas après prolongation, mais après les 90 plus le temps additionnel, donc 4-1. Désolé, 90 plus 5, ils égalisent, et 90 plus 7, ils marquent le but du 3-2 de la Jordanie et du coup gagnent le match 3-2. Une fin de match totalement folle. De grosses désillusions quand même pour l'Irak. Je crois qu'il avait gagné ses 3 matchs de poule. Et du coup, comme un peu le Sénégal qu'on a parlé tout à l'heure, est éliminé dès les huitièmes de finale. Donc les statistiques, c'est quasiment pareil. Même si la Jordanie a un peu plus de tirs cadrés, tout ça, la Jordanie se qualifie. Donc c'est fou. 95e et 97e minute de jeu alors qu'ils étaient menés 2-1 juste avant. Donc une fin de match totalement folle et qualification pour la Jordanie. Aujourd'hui, 2 rencontres, Ouzbékistan-Thaïlande, et pour moi la plus belle affiche, parce qu'il y a toujours une plus belle affiche par rapport aux autres, l'Arabie Saoudite contre la Corée du Sud. C'est aujourd'hui à 17h. On parlera également de ces 2 résultats demain. On revient nous en Europe, on va parler aussi de quelques rencontres qui avaient lieu hier. Salernitana contre l'AS Roma. C'était le dernier match de cette journée, de 22e journée de Serie A. Et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 2-1. Dybala et Pellegrini ont été les 2 buteurs côté AS Roma. Donc deuxième match sur le banc de l'AS Roma pour Daniel De Rossi, et deuxième victoire d'affilée. Il remplace parfaitement, on peut dire, José Mourinho qui a été licencié il y a à peu près 2 semaines. Donc pourtant, regardez, là, bon, j'ai pas vu le match non plus, mais bon, Salernitana 15 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but seulement marqué. Il y a eu 6 arrêts de gardien de l'AS Roma, et l'AS Roma 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, ultra efficace. Cette équipe de Rome, du coup, qui remonte à la 5e position de Salernitana, actuellement 20e du championnat, avec 12 points. Ils ont déjà 5 points de retard sur l'avant-dernier. Attention, parce que là-bas, il y a les 3 derniers qui descendent pour l'instant. Ils sont derniers de ce championnat. Du côté de la Ligue 2, il y avait une rencontre hier, Bordeaux contre l'équipe de Angers, et c'est Bordeaux qui s'est imposé 1-0. Donc belle victoire, bien sûr, pour les Bordelais. On peut voir les statistiques de la rencontre. Et du coup, le classement, donc Bordeaux remonte à la 13e position et s'éloigne un petit peu de la zone rouge, parce qu'il y a quand même 4 descentes, n'oubliez pas, en
en national saison prochaine. Et Angers, les gars, qui auraient pu repasser devant la Chaussère. Du coup, Angers reste à cette deuxième position. Toujours les deux équipes 43 points, 4 points d'avance sur Laval à la troisième position. Il y avait aussi un match du côté de la Liga, Rétafé contre Grenade, 2-0 pour Rétafé lors de cette rencontre qui s'est déroulée également hier soir lundi. Donc Rétafé 10e, l'équipe de Grenade toujours avant-dernière de ce championnat espagnol. Du côté du Portugal, le Sporting a joué contre Casapia. C'est un match de championnat, 19e journée, 8-0 pour le Sporting Portugal. Ils ont écrasé leur adversaire, 21 tirs, 11 tirs cadrés, 8 buts marqués. Ça a été le rouleau compresseur Sporting Portugal. Il y a un autre match d'une grosse équipe, le Benfica qui joue du côté de Estrela. Et le Benfica s'est imposé 4-1. Et au classement, ça donne quoi? Donc le Sporting toujours en tête, un point d'avance sur le Benfica. Voilà, c'est ultra serré. Puis après, il y a Porto avec 44 points. Porto un petit peu décroché. Puis après, il y a Braga qui a 36 points. Voilà, ça devrait se jouer entre les 3 premiers, voire peut-être les 2 premiers titres. Donc, on s'en doutait, bien sûr, vu que c'est les 3 meilleures équipes là, portugaises, bien sûr, qui jouent quasiment à chaque fois le titre du côté du championnat portugais. Aujourd'hui, les gars, en Angleterre, donc il y a de la Première Ligue. C'est vrai que le week-end dernier, c'était de la FA Cup. Mais voilà, il y a une journée de Première Ligue. Mais aujourd'hui, demain et jeudi. Donc ce soir en belle affiche, par exemple, Arsenal se déplace du côté de Nottingham Forest. Il y aura Fulham Everton, Luton Town contre Brighton, Crystal Palace Sheffield United et Aston Villa Newcastle. Un belle affiche ce soir à 21h15. Concernant Chelsea, Manchester, tout ça, ça jouera demain et après-demain. C'est jeudi, ça s'étale sur 3 jours, cette journée de Première Ligue. Donc voilà, des belles rencontres ce soir en Angleterre. Du côté de la Ligue des Champions féminine, il y a aussi quelques rencontres aujourd'hui. Par exemple, le PSG féminin se déplace au Bayern Munich féminin pour une rencontre où par exemple le Paris FC reçoit l'équipe de Chelsea à 18h45. Donc voilà cette journée de LDC féminine. On va parler aussi d'un match entre l'équipe de Al Hilal et l'équipe de l'Inter Miami. C'était un match amical et Al Hilal s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Léo Messi. Donc on peut voir tous les buteurs. Donc par exemple il y a Mitrovic qui marque beaucoup de buts en championnat. Là c'est un match amical. Il a été de nouveau buteur. Il y avait déjà 2-0 pour Al Hilal au bout de 13 minutes de jeu. Malcolm a été également buteur et Suarez, Messi et Ruiz ont été buteurs côté Inter Miami. Donc l'Inter Miami, les gars, parce qu'actuellement c'est la pré-saison pour eux, ils commencent le championnat, c'est dans un peu moins d'un mois, ça sera fin février, donc voilà, dans à peu près 3-4 semaines. Et pour l'instant, ils ont joué 3 matchs et 0 victoire, 1 nul, 2 défaites sur leurs 3 matchs de préparation. Alors on va dire c'est un peu compliqué. Bon, après, c'est que des matchs amicaux. On verra quand ça sera les matchs officiels pour cette équipe. Donc, on peut voir la déception tout simplement de Messi et Luis Suarez. Et à noter que lors de ce match, regardez le maillot. Ils ont présenté leur nouveau maillot pour cette nouvelle saison 2024-2025. Donc, un sublime maillot pour cette équipe de l'Inter Miami. Toujours, bien sûr, de couleur rose avec un sponsor. Je ne sais pas trop ce que c'est au milieu là. MLS, Apple TV, tout ça. Donc, voilà, ce magnifique maillot pour cette équipe. Et c'est officiel. Ce sera leur maillot domicile pour cette saison. Toujours sur ce match, Léo Messi a été buteur. Je l'ai dit, donc il a marqué un but sur penalty, Léo Messi, il perdait 3-1, donc là il a permis tout simplement à son équipe de recoller un peu au score, voilà, 3-2, donc voilà, quelques photos de Léo Messi après son but, et voilà, et on peut voir que les supporters d'Al Hilal à Riyad ont montré leur amour envers Léo Messi avant leur match, il y avait des tifos tout simplement où Léo Messi embrassant le trophée de la Coupe du Monde a bien sûr remporté il y a déjà 1 an et demi. Voilà, donc voilà. Et n'oubliez pas que cette équipe de Al Hilal, donc ils ont battu l'Inter Miami 4-3 de Messi, mais ils avaient battu aussi l'équipe de Al Nasser en championnat 3-0, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc, et tiens, en parlant de Ronaldo, donc un joueur, tiens, il s'appelle Mikel Delgado, il a été buteur hier côté Al Hilal. Il a fait la célébration à Cristiano Ronaldo, alors qu'il y avait Messi en face, qui l'a vu bien sûr faire cette célébration. A noter aussi que Luis Suarez, il a marqué son premier but du côté de l'Inter Miami. Il avait déjà joué 2 matchs, il n'avait pas marqué son premier but. Bon, c'est un but tout facile, il avait juste fait la pousser au fond, mais il était là au bon moment, au bon endroit. Luis Suarez, il a pu retrouver son ancien ami, Malcolm, qui jouait du côté du Barça à l'époque. Donc Malcolm a pu retrouver Messi, Suarez, ou même Busquets, ou même Alba, ses anciens collègues du côté du FC Barcelone. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier. On continue les gars, on va parler un petit peu maintenant mercato et c'est officiel, un départ du PSG officiel. Pourtant il est arrivé seulement il y a 6 mois, c'était l'été dernier. C'est Tcherendour les gars, qui est prêté au SC Braga jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Il portera le numéro 10, donc voilà, premier départ du côté du PSG. Donc bon, après ça qui jouait très peu, le PSG a préféré le prêter pour qu'il puisse jouer un petit peu ailleurs, prendre de l'expérience. Donc après il est prêté sans option d'achat, c'est-à-dire le 1er juillet, il reviendra déjà au Paris Saint-Germain. Tcherendour, toujours du côté du PSG, un joueur aussi devrait quitter Paris, donc accord trouvé entre le PSG et Amiens pour Noah Lemina. Le joueur devrait être prêté avec option d'achat au club de Ligue 2, mais d'autres clubs sont également dans la course concernant ce joueur qui avait été prêté de août là jusqu'à janvier
à la Sampdoria en série B italienne, il ne jouait pas. Le problème pour le PSG, s'il prête le joueur, c'est pour qu'il joue, un peu comme Cherendo. Donc lui, il ne jouait pas, donc du coup, le PSG a cassé son prêt. Là, il devrait être prêté à Amiens pour la deuxième partie de saison après avec option d'achat, c'est-à-dire qu'Amiens peut potentiellement l'acheter en fin de saison. Le Bayer Leverkusen veut Marco Asensio. L'Espagnol est ouvert à un départ du PSG cet hiver. Des premières discussions ont eu lieu. Si l'affaire est difficile, elle reste néanmoins réalisable. Donc, c'est ce qui a été dit hier, c'était la grosse rumeur et Fabrizio Romano a quand même réagi par rapport à ça. Il a dit Fabrizio. Donc Marco Asensio va rester au PSG cet hiver, même si Leverkusen est sur le coup. Le PSG ne souhaite pas du tout lâcher bien sûr Marco Asensio. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver son remplaçant après-demain minuit. N'oubliez pas que jeudi soir minuit, c'est fini le mercato. Donc voilà, c'est compliqué à trouver vite un remplaçant. Donc non, ça aurait pu être fait s'il y avait 1 ou 2 semaines avant, mais là, à 2 jours de la fin du mercato, le PSG ne va pas lâcher un joueur pour essayer de retrouver un remplaçant là dans les dernières heures. Non. Donc il va rester au PSG au moins jusqu'à l'été prochain. Concernant Kylian Mbappé, vous savez qu'Mbappé, toujours le gros feuilleton, et Javier Tebas, le président de la Liga, lâche une bombe concernant Kylian Mbappé. Il y a de fortes chances que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, plus que 50%, donc plus d'une chance sur 2 en gros que Mbappé débarque du côté de l'Espagne. Donc il dit c'est une opinion personnelle, après peut-être il a ses sources, bien sûr, Javier Tebas, qui est quand même le président de la Liga. Donc cela dépend du Real Madrid, c'est lui qui décidera. Voilà, donc voilà ce que peut dire Javier Tebas, que Mbappé est très bien parti pour signer du côté du Real Madrid. On va parler cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille parce que pas mal d'infos, on a appris hier les gars, voilà, pas mal de joueurs qui vont quitter le club. Donc bref, tout d'abord Jonathan Klaus, c'est l'OM, mais Jonathan Klaus sur le marché. La direction marseillaise est déçue par l'attitude et les performances de Jonathan Klaus, aimerait le sortir d'ici jeudi. Bon après ça sera compliqué parce qu'il va falloir trouver un club qui est ok pour acheter Jonathan Klaus après-demain minuit, mais Marseille aimerait vendre Jonathan Klaus. L'ancien joueur de Lens, donc Gattuso a validé la décision du club parce que le club c'est Longoria, donc lui il veut vendre Klaus, et Gattuso est ok, l'entraîneur aussi à vendre Klaus, déçu de l'implication du joueur, il ne trouve pas impliqué cette saison. Donc voilà, concernant Klaus les gars, ça sent pas bon. Toujours tiens avec les joueurs qui pourraient quitter le club, donc l'OM menace d'écarter Pape Gueye du groupe pour toute la deuxième partie de saison s'il ne part pas avant jeudi. Donc suspendu par la FIFA durant la première partie de saison, Pape Gueye refuse de prolonger avec l'OM mais ne souhaite pas partir cet hiver. Donc en gros s'il souhaite aller jusqu'à la fin de son contrat, c'est pour rejoindre une autre équipe libre, et comme ça quand les joueurs arrivent libres dans un autre club, ils touchent une prime à la signature. Donc pour Marseille ça passe pas, c'est-à-dire que Marseille vont le perdre gratuitement l'été prochain. C'est pour ça qu'ils aimeraient le vendre l'avant jeudi et ils le menacent de ne pas le faire jouer à la deuxième partie de saison s'il part pas avant jeudi. Longoria, les gars, il a avoué, il a dit l'intérêt du club est plus important que l'intérêt du joueur. La non-réponse ne respecte pas le club, parce qu'en gros, il n'a pas répondu, alors que Marseille lui a déjà proposé 3-4 fois de prolonger son contrat. Il répond jamais. Donc on veut trouver une porte de sortie avant jeudi, c'est une position claire, c'est une question de respect du club. On a soutenu le joueur, on a payé les frais d'avocat, une indemnité à Watford, on lui a permis de s'entraîner, on veut des joueurs qui sont dans le projet, qui sont pleinement engagés. Je tiens à répéter, un de nos problèmes en ce moment est l'engagement. Et voilà, donc ce joueur les gars ne respecte pas tout simplement l'équipe de Marseille parce qu'en gros il peut bien sûr Marseille en gros peut récupérer de l'argent et lui on ne veut pas. Voilà, il veut la mettre un petit peu à l'envers à l'équipe de Marseille, partir libre l'été prochain, parce que Marseille souhaite le vendre là, pour récupérer quelques millions. Donc voilà la situation actuellement de Pape Gueye. Toujours tiens avec les joueurs qui pourraient quitter Marseille, c'est pas fini, Ismaïla Sarr aussi. Après Villarreal, c'est Nottingham Forest qui pousse pour signer Ismaïla Sarr, du coup qui va revenir à Marseille vu que le Sénégal est éliminé. Les dirigeants anglais ont contacté à plusieurs reprises le joueur ces derniers jours pour essayer de finaliser le transfert de Sarr et retourner en Angleterre. Toujours avec le sens des départs, c'est pas fini les gars. Et Vitinha, le Rénois, est proche de signer. Vitinha, c'est même quasiment fait. Pour vous dire des fois que ça va très vite un transfert. Donc il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros non obligatoire d'après Fabrizio Romano. Un petit rappel, Marseille l'avait acheté 32 millions d'euros. Donc il pourrait le vendre potentiellement 25 millions d'euros. Mais bon, il va être prêté avec option d'achat, c'est-à-dire à la fin de saison, le Rénois, soit ils paieront ses 25 millions, soit il reviendra du côté de Marseille. Et 2 en 1 pour l'OM, donc Vitinha arrive demain, donc aujourd'hui, là maintenant en Italie, pour s'engager avec le Rénois, après avec option d'achat de 25 millions d'euros. Et aussi Ruslan Malinovski, souvenez-vous de ce joueur les gars, un joueur de Marseille prêté au Rénois également, va lui s'engager définitivement pour 7 millions d'euros avec le club italien. Donc voilà, 2 joueurs
devrait signer définitivement du côté, enfin un sur Malinowski et peut-être Vitinha en fin de saison, on verra. Donc du côté du Renoir, donc voilà. Donc pas mal de départs, j'ai dit à Marseille les gars, avec Sarr, Gay, Jonathan Klaus, ça fait beaucoup. Et voilà, donc Gabriel a dit, pour revenir sur Vitinha, c'est difficile de s'imposer à l'OM quand on est attaquant. C'est vrai qu'on discute avec le Renoir, donc il le confirme. Il y a des conversations en cours, d'autres clubs sont intéressés. Nous ne sommes pas intéressés par un prêt sec avec Renoir. Il y a beaucoup de situations à régler qui peuvent faire que c'est pour nous une situation intéressante. C'est pour cela qu'on a ouvert la porte à toutes les conversations avec le Renoir. Donc voilà, il a dit ça hier en conférence de presse, Longoria. Donc Vitinha, les gars, pourrait quitter le club là avant jeudi, parce que de toute façon jeudi c'est la fermeture du mercato et l'OM ne compte pas remplacer Vitinha. Le club estime que le secteur offensif est suffisamment fourni, surtout un attaquant est arrivé du côté de Marseille, les gars. N'oubliez pas que ce joueur Faris Moumbagna, un joueur camerounais, est arrivé à Marseille parce que il a joué la CAN avec le Cameroun, qui est éliminé, on le sait, le Cameroun, ils sont fait éliminer par le Nigeria samedi, et du coup c'est lui en gros, on peut dire le remplaçant tout simplement de Vitinha. C'est pour ça que Vitinha devrait quitter cette équipe marseillaise. Toujours du côté de Marseille, parce qu'en gros, Longoria a fait toutes ces déclarations parce que c'était la présentation en gros de Quentin Merlin. Et Merlin, tiens, en conférence de presse par rapport à sa présentation sur son choix de rejoindre l'OM, il a dit c'est un grand club historique, c'est un choix évidemment quand ils ont contacté les agents. C'est une suite logique dans ma carrière de venir jouer à l'OM. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort du côté de Nantes. Ici, c'est du très haut niveau, ça me permet de me jauger. Je suis quelqu'un de compétiteur qui ne lâche rien, qui déteste perdre. Donc voilà, belle recrue, c'est vraiment un très bon défenseur gauche, ce Quentin Merlin. Maintenant, on va voir ce que ça va donner du côté de l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai, quelques joueurs passés par Nantes et l'OM ces dernières années, comme Rongier, comme Verretou, comme Harit, comme Payet, Barthez, il y a pas mal d'années, Deschamps, Makelele, Wilter, même Gourvenec. Voilà, maintenant on peut rajouter Merlin, qui est passé de Nantes à l'équipe de l'Olympique de Marseille. On va parler d'un autre Olympique. L'Olympique lyonnais a soumis une offre officielle de 17,5 millions d'euros à West Ham pour Saïd Benrahma. On sait que Lyon veut ce joueur depuis le début du mercato, et là vraiment ils ont fait leur première offre officielle. Donc pour l'instant, West Ham n'a pas encore répondu à la proposition lyonnaise. Voilà, West Ham, ça leur va, il sera vendu. Si ça va pas, ils diront non. Donc verdict là dans les prochaines heures, parce que si ça se fait, ça se fera avant après-demain à minuit. Et tiens, vu qu'on parlait de Lyon, les gars, regardez, John Textor, qui est le propriétaire de Lyon, fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Lyon n'est pas un club qui descend. Voilà, donc on pense qu'il descend en Ligue 2, on verra, parce qu'actuellement ils sont premiers relégables, premier barragiste, 16e à cette équipe de l'Olympique lyonnais. On continue avec quelques autres infos. Mercato, un nouveau joueur ayant signé l'été dernier en Arabie Saoudite devrait déjà quitter l'Arabie Saoudite et revenir en Europe. C'est Jota, les gars. D'après Foot Mercato, Jota, un jeune joueur de 24 ans, pourrait s'engager avec West Ham. Il avait été transféré en juillet dernier pour 29 millions d'euros en provenance du Celtic Glasgow. Le problème, c'est qu'il a joué seulement 4 matchs depuis août, donc il ne joue jamais, et du coup il devrait déjà revenir en Europe, parce que ça a été un flop, on peut dire, son transfert du côté de la Ligue saoudienne. Le Betis Séville négocie pour la venue de Cédric Bakambu. Galatasaray a refusé une offre de prêt avec option d'achat et souhaite un transfert sec. Le joueur est emballé à l'idée de venir jouer en Liga, et du côté du Betis Séville. Donc voilà, pour l'ancien joueur de Marseille, Bakambu, il pourrait filer du côté du Betis. Officiel, Alidou Seydou, un joueur de Clermont, signe au Stade Rennais pour environ 10 millions d'euros, c'est 11 à peu près la somme. Donc superbe recrue, c'est un vrai bon joueur, un joueur ghanéen, et surtout un joueur sous-côté, très bon joueur, l'un des meilleurs joueurs de Clermont cette saison. Et c'est officiel, on peut voir qu'il rejoint cette équipe de Rennes. Donc félicitations à lui, contrat jusqu'au 30 juin 2028. On peut le voir, accompagné de sa maman, très fière bien sûr de son fils. Et le Stade Rennais a dépensé quand même 82 millions d'euros lors des 2 derniers mercatos. Donc là cet hiver et l'été dernier. C'est beaucoup quand même pour une équipe comme Rennes, les gars, 82 millions d'euros. Donc Enzo le fait 20. Je ne vais pas tous les citer, Blas 15 millions d'euros. Voilà, en tout ça fait à peu près 82 millions d'euros déboursés par cette équipe du Stade Rennais. Et côté Clermont, ça leur fait du coup une nouvelle vente à réaliser, de très belles ventes ces dernières années. Ça recrute malin. Donc par exemple Bayo, un joueur qui a été formé au club, vendu 14 millions d'euros, on se souvient à Lille. Alidou Seydou, qu'on a parlé juste avant, formé, post-formé, donc 11 millions d'euros, il est revendu. Donc voilà, encore grosse rentrée d'argent. Donc il y a des joueurs qui ont acheté, par exemple ce joueur polonais, il a acheté 1,3 million d'euros, revendu 5 millions. Donc voilà, un niveau achat-revente, ils savent ce qu'ils font tout simplement, cette équipe de Clermont. On continue avec quelques autres infos. Mercato, officiel, Soyuncu est prêté une saison au Fenerbahçe par l'Atlético Madrid. Donc voilà, en gros il est prêté jusqu'à la fin de saison. Là, c'est ancien joueur de Leicester, donc bonne chance à lui du côté du Fenerbahçe qui joue le titre, vous savez, du côté de la Ligue turque. Les discussions avancent entre les dirigeants de Lyon et du Betis Séville concernant un potentiel départ de Nicolas Tagliafico, le champion du monde argentin.
Il était même, je crois, titulaire contre l'équipe de France en finale. Donc bref, ce joueur devrait filer du côté du Betis. Les dirigeants lyonnais voudraient trouver une porte de sortie dès cet hiver au latéral argentin. Donc voilà, si ça se fait, ça se fera après-demain minuit. Bournemouth va mettre fin au prêt de Romain Fèvre à Lorient. Le milieu de terrain de 25 ans va finir la saison en Première Ligue parce qu'en gros, il appartenait... N'oubliez pas que le propriétaire de Bournemouth, c'est le même propriétaire que Lorient. Donc voilà, pour dire que ça facilite les choses. Donc Bournemouth va casser son prêt parce qu'il était prêt à Lorient et du coup le joueur va venir jouer et la fin de saison du côté de Bournemouth pour essayer de les sauver tout simplement et de ne pas descendre en deuxième division. Jérôme Boateng qui a des nouvelles de ce joueur est en Italie pour rencontrer les dirigeants de la Salernitana. Il lui reste quelques détails à régler avant que l'ancien Bavarois rejoigne la lanterne rouge de Serie A. On va parler tout à l'heure, en plus ils ont perdu hier soir au 2-1, mais voilà, ils sont derniers et vraiment ils vont essayer de tout faire pour se maintenir et ils devraient enregistrer normalement la signature du champion du monde parce qu'il a gagné la Coupe du Monde en 2014 avec l'Allemagne. Boateng. Chelsea et Manchester United seraient passés à l'action afin de tâter le terrain concernant un éventuel transfert de Karim Benzema, même si du côté de l'Arabie Saoudite on ne veut pas le lâcher. Sénat a quitté Al Ittihad, serait pour un autre club saoudien. D'après l'équipe, les gars de Chelsea et Manchester United fortement intéressés par l'ex-attaquant du Real Madrid. Le Racing Club de Lens aurait proposé un prêt avec obligation d'achat d'environ 8 millions d'euros FC Barcelone pour Mikhail Faye, un jeune joueur de 19 ans, jeune joueur sénégalais. Bon, il évolue avec le Barça Athlétique, avec l'équipe B, mais vraiment un défenseur pour le futur. Donc il s'agit d'un défenseur central qui peut également jouer latéral gauche. Donc le dossier serait jugé compliqué d'après Fabrizio Romano et d'après toujours Fabrizio Romano. Donc le Barça aurait refusé la proposition de Lens pour Faye. Le club espagnol devrait repousser toutes les offres pour le défenseur sénégalais parce que le Barça compte tout simplement sur ce joueur qu'ils ont recruté l'été dernier. Donc là bien sûr il joue avec l'équipe B. Le temps qu'il prenne un peu d'expérience, après il intégrera certainement l'équipe professionnelle. Donc voilà, Lens s'est pris un nom tout simplement du Barça pour le joueur. Hansi Flick pourrait devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. On sait, Xavi c'est officiel, fin de saison, il quitte le Barça. Donc il y a des noms qui circulent à Hansi Flick. Pour l'instant, c'est le nom le plus cité tout simplement pour prendre cette équipe du FC Barcelone. Mikel Arteta. Donc il y avait des rumeurs hier qu'on a entendu qu'il allait faire comme Xavi ou même Klopp. En fin de saison, il allait quitter Arsenal. Donc il a répondu à ça avant le match. Il a fait la conférence de presse hier pour le match de ce soir, Nottingham Forest Arsenal. Donc il a dit c'est une fake news. Je suis très en colère à ce sujet. Je ne quitterai pas le club l'été prochain. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai lu hier. Il faut être prudent quand on parle de problèmes qui touchent les gens. Je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ici. Donc voilà, il ne souhaite pas du tout lâcher Arsenal. Surtout que depuis qu'il a repris cette équipe d'Arsenal, Arsenal va beaucoup mieux que dans le passé. Donc voilà, il souhaite bien sûr continuer du côté des Gunners. Toujours tiens, à niveau coach, Jamel Belmadi, l'ancien ex-sélectionneur de l'Algérie, parce qu'on sait qu'il a quitté le club, bref, enfin le club, la sélection, bref, vous m'avez compris, donc aurait décidé de ne pas signer sa rupture de contrat avec la fédération algérienne et serait parti vers le Qatar. Cette affaire pourrait se régler devant le tribunal arbitral du sport, donc peut-être il était dégoûté de quitter l'Algérie parce que lui voulait continuer, du coup il n'a pas signé sa rupture de contrat, donc voilà, ça va se finir au tribunal tout ça, donc voilà, concernant Jamel Belmadi. Et du coup, qui va devenir le nouveau sélectionneur de l'Algérie? Donc il y avait Zidane et des représentants de la fédération algérienne ont rencontré l'agent de Zinedine Zidane hier à Paris. Ils avaient tâté déjà le terrain. Ils sont revenus en un deuxième coup, puis du coup, voilà. Mais les discussions se sont arrêtées rapidement devant le refus poli de Zidane de relever ce challenge. En gros, voilà, ça ne sera pas Zidane, parce que Zidane a refusé tout simplement cette sélection algérienne. Donc, d'après RMC, il y a des noms. Le profil de Lopetegui plaît aux dirigeants algériens pour prendre, pourquoi pas, cette sélection algérienne. De toute façon, il sera décidé là très prochainement, bien sûr, le nouveau sélectionneur. Donc, Lopetegui ou pourquoi pas Vaïd Halilodzic sur son avenir, parce qu'il a dit si j'ai énormément de propositions en ce moment, je reste à l'écoute de toutes les offres. Et l'Algérie, le journaliste lui a posé la question, il a dit on verra. Donc voilà, c'est vrai qu'il avait déjà le retour en sélection algérienne, vous validez, pourquoi pas. Donc cet ancien sélectionneur qui a dirigé pas mal de sélections africaines, pourquoi pas l'Algérie. Donc on verra les gars. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur toutes les infos de la journée. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.